Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon, le podcast où on déconstruit le futur avant qu'il ne nous tombe sur la tête. Je suis Sarah et aujourd'hui on s'attaque à un morceau gigantesque. On a beaucoup parlé d'IA, le cerveau numérique, mais aujourd'hui on parle du corps, on parle de la matière qui obéit au code. Et pour en parler, j'ai avec moi notre ingénieur en chef des matériaux impossibles, Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah. Écoute, je suis surexcité. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de gadgets, on parle de la fin de la réalité statique. On parle de la matière programmable. Alors, pour que nos auditeurs visualisent bien le truc, je veux qu'on commence fort. Tu m'as parlé en off d'une référence cinématographique que tout le monde connaît. Absolument, c'est l'image parfaite. Terminator 2, le T-1000. Tu te souviens de ce robot en métal liquide ? Impossible d'oublier, ce moment où il traverse les barreaux de la prison en se liquéfiant ou quand son bras se transforme en lame tranchante juste en y pensant. C'était de la science-fiction pure en 1991. Exactement. Eh bien, dis-toi que ce n'est plus de la magie, c'est de l'ingénierie. On n'y est pas encore au niveau du robot tueur, heureusement, mais le principe de base est là. Imagine que tu roules sur l'autoroute. Tu as une berline familiale, confortable, un peu large, et là tu as envie d'accélérer, de passer en mode sport. D'accord, donc j'appuie sur un bouton sport sur mon tableau de bord ? Non, c'est là que ça devient dingue. Tu ne changes pas juste la suspension ou le régime moteur. Tu appuies sur le bouton et physiquement, la carrosserie de ta voiture commence à onduler. Le métal se rétracte, s'affine, le toit s'abaisse pour devenir plus aérodynamique, la couleur passe du bleu marine au rouge vif parce que la texture de la surface change pour refléter la lumière différemment. Ta voiture change de forme pendant que tu roules. C'est hallucinant. On dirait un truc sorti d'un dessin animé. Mais comment c'est physiquement possible ? Je veux dire, la matière, c'est dur, c'est solide. Un atome de fer, ça reste un atome de fer. On ne peut pas demander à une portière de devenir liquide comme ça. C'est là qu'il faut changer de paradigme. On ne parle pas de transformer les atomes chimiques eux-mêmes. On parle de créer des métamatériaux. Le terme technique, c'est la claytronics, ou l'argile électronique. Imagine que ta voiture n'est pas faite d'une seule plaque de tôle emboutie, mais de milliards de minuscules robots microscopiques. Des robots ? Attends, ma portière est faite de robots ? Voilà, des milliards de petites billes. On les appelle des catomes. C'est la contraction de Claytronic Atoms, des atomes d'argile informatique. Chaque petite bille est un ordinateur complet. Elle a un processeur, une source d'énergie, des capteurs et surtout un moyen de s'accrocher à ses voisines. Donc, si je touche ma voiture, je ne touche pas du métal inerte, je touche une colonie de robots qui se tiennent la main très fort. C'est la meilleure analogie possible. Ils se tiennent la main par des forces électrostatiques ou magnétiques, et ils sont programmés pour former une structure géométrique précise. Quand tu envoies la commande mode sport, le logiciel central dit à ces milliards de billes « Ok les gars, on change de configuration. Toi, le catome numéro 4 milliards, tu passes devant, toi tu passes dessous, et ils se mettent à rouler les uns sur les autres. » Ça me donne le vertige. On parle de quelle taille pour ces catomes ? C'est visible à l'œil nu ? Pour l'instant, dans les labos comme au MIT avec le Self-Assembly Lab ou à Carnegie Mellon, on travaille sur des prototypes qui font quelques millimètres. C'est gros, on dirait du sable grossier ou des petits cubes Lego qui bougent tout seuls. Mais l'objectif, c'est d'atteindre l'échelle nanométrique. À ce niveau-là, tu ne verrais même pas le grain. Tu verrais une surface lisse, comme du chrome liquide, qui ondule et se reforme. C'est fascinant. Donc, ces chercheurs, ils arrivent déjà à faire des objets qui s'assemblent tout seuls. Oui, Skylar Tibbits au MIT fait des choses incroyables. Ils ont des matériaux qui, une fois plongés dans l'eau ou soumis à une certaine vibration, s'auto-assemblent pour former une chaise ou une structure complexe. Mais la Claytronics va plus loin. C'est une matière active en permanence. C'est ce qu'on appelle parfois le utility fog, le brouillard utilitaire. Le brouillard utilitaire. J'adore ce nom. Ça sonne très cyberpunk. C'est le concept ultime. Imagine une pièce vide chez toi, totalement vide. Sauf qu'elle est remplie de ce brouillard de nanorobots invisibles qui flottent dans l'air. Tu entres, tu as envie de t'asseoir. Le brouillard détecte ton intention, les particules se condensent instantanément sous tes fesses et se solidifient pour former un fauteuil. Et quand je me lève ? Le fauteuil se dissout et redevient du brouillard, ou alors il se transforme en table basse si tu as besoin de poser ton verre. C'est la fin de l'ameublement Ikea, en fait. C'est la fin de la production d'objets telle qu'on la connaît. C'est ça l'impact majeur. Pense au gaspillage actuel. Aujourd'hui, si tu veux un marteau, tu achètes un marteau. Si tu veux une clé anglaise, tu achètes une clé anglaise. Tu as besoin de matière pour les deux objets. Et quand tu ne les utilises pas, ils prennent de la place et la matière est bloquée dans cette forme. C'est vrai, mon garage est rempli de trucs qui ne servent qu'une fois par an. Avec la matière programmable, tu achètes un bloc de matière brute, disons 1 kg de catomes. Tu as besoin d'un marteau, hop, le bloc se configure en marteau. Tu as fini, il redevient une pâte informe. Tu as besoin d'une clé de 12, le même bloc devient la clé. C'est l'optimisation ultime des ressources. Un seul matériau pour tout faire. Ça me fait penser à une sorte de pâte à modeler universelle, mais intelligente. Mais Thomas, ça veut dire que si tout est logiciel, on peut télécharger des objets ? Tu as tout compris. C'est là que ça devient de la téléportation physique. Pas comme dans Star Trek où on désintègre ton corps, mais une sorte de fax 3D instantané. Explique-moi ça. Comment je faxe un objet ? Imagine, je suis à Paris, tu es à New York. J'ai une sculpture magnifique sur mon bureau faite en matière programmable. Je veux te la donner.
Je scanne la configuration de mes Catomes. J'envoie le fichier numérique par Internet. Chez toi, à New York, tu as ton propre bac de matière programmable inerte. Ton système reçoit le fichier et tes Catomes s'activent pour reproduire exactement la même forme, la même couleur, la même texture que ma sculpture. C'est dingue. J'ai reçu l'objet physiquement sans que aucun camion de livraison ne traverse l'Atlantique. Exactement. On supprime la logistique. On ne transporte plus des atomes. On transporte des bits. On transporte de l'information et la matière locale s'arrange pour correspondre à cette information. Tu imagines l'impact écologique? Plus de cargo, plus d'avions fret, plus de carton Amazon. Juste de la donnée et de la matière locale recyclable à l'infini. C'est une révolution industrielle complète. Mais attends, je vais jouer l'avocat du diable 2 secondes. Si tout est connecté, si ma chaise est un ordinateur, si ma voiture est un réseau de robots, ça se pirate, non? Ah, la question qui fâche. Oui, bien sûr. C'est le cauchemar de la cybersécurité. Imagine un ransomware, mais pour ta maison physique. Payez 5 bitcoins ou nous transformons votre lit en prison de métal pendant que vous dormez. Quelle horreur! Ou pire, quelqu'un hack ma voiture sur l'autoroute et demande aux roues de devenir carrées. C'est un risque réel. La cybersécurité deviendra une question de sécurité physique vitale. Mais il y a un scénario encore plus effrayant que les théoriciens de la nanotechnologie évoquent souvent. Ça s'appelle le grégou, la gelée grise. La gelée grise, ça sonne dégoûtant. C'est quoi? C'est le scénario de fin du monde. Imagine que ces nanorobots, ces Catomes, soient capables de s'auto-répliquer, qu'ils puissent prendre de la matière environnante pour fabriquer d'autres bébés robots. D'accord, pour grandir la colonie, oui. Mais imagine qu'il y a un bug dans le code, une instruction qui dit « réplique-toi à l'infini le plus vite possible ». Les nanorobots commenceraient à dévorer tout ce qui les entoure, ta maison, les arbres, le sol, ta voiture, et même nous, pour transformer cette matière en nouveaux nanorobots. C'est un cancer technologique fulgurant, en fait. C'est ça. En quelques jours ou quelques heures selon la vitesse, toute la biosphère terrestre pourrait être transformée en une masse grise informe de nanorobots grouillants. Plus de vie, juste de la gelée grise. Bon, merci pour l'angoisse Thomas. On passe d'une utopie écologique à l'apocalypse en 2 minutes. Mais j'imagine qu'il y a des sécurités prévues. Bien sûr, c'est pour ça que la plupart des recherches actuelles se concentrent sur des robots qui ne peuvent pas s'auto-répliquer ou qui ont besoin d'une source d'énergie très spécifique qui n'existe pas dans la nature. On ne va pas lâcher des nanobots sauvages dans la nature demain matin. Ouf. Revenons à des choses positives pour conclure. Si on regarde l'horizon, disons dans 20 ou 30 ans, à quoi ressemble ma vie quotidienne avec cette technologie? Ta vie devient un logiciel. Tu ne changes plus de décoration, tu changes de thème. Tu te lèves le matin, tu as envie d'une ambiance chalet suisse. Tes murs, tes meubles changent de texture pour imiter le bois. Le soir, tu veux une ambiance passelatée. Tout devient blanc, lisse et lumineux. Tes vêtements aussi. Pourquoi avoir une armoire pleine? Tu as une combinaison en matière programmable. Tu télécharges le dernier design de Nike ou de Chanel et ton vêtement se reconfigure sur toi. C'est la dématérialisation totale de la mode. Plus de fast fashion, plus de décharge textile au Ghana. C'est ça qui est beau. C'est une technologie qui semble futuriste et froide, mais qui est peut-être notre meilleure chance de sauver la planète. On arrête d'extraire, on arrête de jeter. On réutilise la même matière intelligente indéfiniment. C'est le recyclage ultime. La matière devient un service, plus un produit. C'est une vision incroyable. On vivrait dans un monde qui est fluide, adaptable, comme un rêve lucide où on contrôle son environnement par la pensée, ou du moins par une application. C'est exactement ça. La frontière entre le monde virtuel et le monde physique disparaît. Aujourd'hui, on met des casques de réalité virtuelle pour aller dans le numérique. Avec la matière programmable, c'est le numérique qui vient dans le réel. C'est l'inverse du métallaire. C'est la réalité réelle augmentée. Réalité réelle augmentée. Je note le concept. Merci Thomas pour ce voyage hallucinant. Je ne regarderai plus ma table basse de la même manière. Je vais me demander si elle n'attend pas juste une mise à jour pour devenir un chien robot. Fais gaffe, si tu ne la mets pas à jour, elle pourrait devenir instable. Non, je plaisante. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Nexus Horizon. N'oubliez pas, le futur n'est pas écrit, il est programmable. À la prochaine.